Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition de 24 heures Sénat. Voici les titres. Coup d'envoi aujourd'hui de 3 jours de congrès socialiste à Poitiers. Un rendez-vous que l'on annonce apaisé, même si ce sont les frondeurs qui ont ouvert les travaux. Nous irons sur place retrouver notre envoyé spécial dans un instant. Les médecins sont autorisés à arrêter les soins qui maintiennent en vie Vincent Lambert. Décision de la Cour européenne des droits de l'homme aujourd'hui qui pourrait faire jurisprudence. Et le Sénat a terminé cette nuit l'examen du projet de loi renseignement, une version largement amendée par rapport à celle de l'Assemblée, avec la mise en place de garde-fous pour limiter une surveillance trop intrusive. On s'attend à un congrès de l'unité autour du premier secrétaire Jean-Christophe Cambadélis. Le congrès du Parti socialiste s'est ouvert il y a quelques heures à Poitiers. Michael Zamès, vous êtes sur place. Alors racontez-nous un peu l'ambiance de cette première journée. Bon, il y a un petit peu ce qu'on veut bien nous montrer, on va appeler ça le côté in, avec des grandes discussions sur l'Europe. Ça a animé aujourd'hui le congrès toute l'après-midi avec de grands débats, de grandes orientations sur l'Europe. Demain, l'adresse aux Français, le discours sur la politique économique attendue du Premier ministre. Et puis, il y a ce côté off qui a évidemment égrené aussi tout au long de la journée les débats, à savoir ce qu'il se passe tout au long de la ville aujourd'hui de Poitiers. Toutes les salles sont réquisitionnées, l'émotion, les courants sont réunis. Je peux vous dire qu'actuellement, Martine Aubry réunit ses troupes. La question est de savoir si Martine Aubry parlera ou pas demain à la tribune. Pour l'instant, visiblement, c'est la négative. Et puis, il y a aussi cette motion B. Vous en avez parlé, la motion des frondeurs, animée par Christian Paul, notamment leur leader. C'est un petit peu la star des médias aujourd'hui, tout au long de cet après-midi au Parti socialiste pour ce congrès. On a posé la question à Christian Paul tout à l'heure, comment il voyait ce congrès. Vous voyez, il a déjà lancé les hostilités pour demain, visiblement déjà contre Manuel Valls. C'est ne fait que commencer pour demain. Je n'ai pas vu une seule seconde dans le résultat des votes de ce congrès un chèque en blanc à Manuel Valls. Il y a une majorité qui s'est dessinée, il y a des votes qui se sont exprimés, je les respecte totalement, mais il n'y avait pas de motion Valls dans ce congrès et encore une fois, il n'y a pas de chèque en blanc. Et je pense que le Premier ministre, et il le sait, il viendra dans cet état d'esprit, vient d'abord ici comme un militant socialiste. Et le Premier ministre, on a beaucoup aussi entendu parler aujourd'hui. Il vient d'arriver à la gare de Poitiers. Il va se réunir à l'hôtel de ville avec des leaders des partis européens avant de s'adresser demain à midi aux militants. Et puis il restera jusqu'à dimanche. Il veut en fait que ce congrès soit le sien. Il veut que ce congrès soit celui de Manuel Valls. On a beaucoup aussi parlé de cette idée de primaire. Y aura-t-il des primaires d'ici 2016? Vous voyez de quoi égrener là aussi largement les discussions des militants que nous sommes allés rencontrer avec Quentin Calmet, avec Paul Bouffard, avec cette question, vous savez, cette semaine, il y a un magazine qui a fait sa une, l'Obs, le PS est-il de droite? Écoutez. Oui, le monde a changé, le PS l'a compris, le PS avance avec. On n'est pas un parti de droite, sinon on ne serait pas revenu sur la retraite, on ne serait pas revenu sur la réforme des allocations, on n'aurait pas mis en place des choses pour les jeunes, on n'aurait pas fait pas mal de choses. C'est un mensonge, tout simplement pas, c'est pas un mensonge, c'est pas une affirmation et nous on va pas... Et la réponse c'est non. Il n'y a pas de PS à droite. Le PS est de gauche depuis plus de 100 ans, il le restera pendant 100 ans, 200, 300 ans. Il n'y a pas de PS à droite. Non, justement, le PS n'est pas de droite. François Hollande, il est socialiste, il est membre du Parti socialiste, il a toujours été. Mais c'est pas non plus une politique de droite qui est menée. Donc à partir de là, pourquoi considérer que le PS serait de droite? Peut-être que la politique qui est menée ne correspond pas tout à fait aux attentes des gens et qu'ils essayent de mettre une étiquette politique sur la politique qui est menée. Voilà, je sais pas. Et pour ceux qui espéraient un congrès sans enjeu, sans débat, c'est raté. Le PS a encore de quoi alimenter les débats d'ici demain, voire dimanche. Merci Mickaël. Et je vous rappelle que c'est un congrès que vous pourrez suivre tout le week-end sur les chaînes parlementaires, notamment dès demain, 11 h, avec le discours du Premier ministre Manuel Valls. Chantal Joanneau était l'invitée de notre émission Parlement Hebdo. Aujourd'hui, la sénatrice UDI de Paris et candidate au régional en Ile-de-France évoque les conditions d'un accord de l'UDI avec les Républicains. On l'écoute. Vous en êtes toutes des négociations avec Valérie Pécresse, très concrètement, sans langue de bois? Sans langue de bois? Moi, avec Valérie, j'ai toujours dit, de toute façon, j'ai 2 points extrêmement forts sur le fond, sur lequel je ne céderai pas. C'est le plan d'urgence de cohésion régionale, parce que c'est vraiment, aujourd'hui, on a des problèmes d'inégalité territoriale et sociale en Ile-de-France, et le plan d'urgence écologique. Et si elle vous donne des gages vraiment... sur ces deux points-là, qui vous sont chers, si elle vous donne des gages? Si elle me donne des gages et qu'on me demande de faire l'union, on fera l'union.
Mais il faut qu'on me demande de faire l'union, c'est autre chose. Et dans ce cas-là, dans le cadre d'une union, où seriez-vous candidate? On sait qu'actuellement vous êtes mais la place est déjà occupée, a priori, chez les Républicains dans les Hauts-de-Seine. Mais elle est occupée partout. Des positions qui ont été prises. Il y a du monde à Paris, il y a du monde dans les Hauts-de-Seine. Si c'est de m'expliquer que la place est occupée, elle est occupée partout, puisqu'ils ont nommé des chefs de file par département, partout. Moi, j'habite. Oui, je la poserai clairement, parce que en plus, j'habite dans les Hauts-de-Seine. Je connais bien le département, parce que j'y ai travaillé comme directeur de cabinet du Conseil général des Hauts-de-Seine. Et maintenant, je pense que par honnêteté personnelle, puisque je n'habite plus Paris, je vis effectivement dans les Hauts-de-Seine. C'est une décision qui fera date. La Cour européenne des droits de l'homme autorise l'arrêt des soins qui maintiennent en vie Vincent Lambert. Cet homme tétraplégique de 38 ans est en situation végétative depuis 7 ans suite à un accident de voiture. Sa famille se divise sur l'arrêt des soins, plusieurs fois décidé par les équipes médicales. On écoute les avocats des deux parties. La Cour européenne des droits de l'homme en bonne santé vient de donner un signal très fort, très clair, dramatique et funeste. Aujourd'hui, on ne protège plus ceux qui doivent être protégés. Les requérants ont épuisé toutes les voies de recours qui leur étaient offertes, tant au plan national qu'au plan européen. Et donc je crois que la sagesse voudrait effectivement que l'on fasse application de cet arrêt et que, effectivement, on applique le processus médical qui avait été interrompu par la saisine du tribunal administratif par les requérants. Et dans un entretien réalisé par Natacha Gorwitz, le président Les Républicains de la Commission des lois du Sénat, Philippe Bas, précise que cette décision de la CEDH n'aura pas d'influence sur les débats à venir du texte sur la fin de vie. Une interview que vous pouvez retrouver sur publicsénat.fr. Le Sénat poursuit ses travaux sur le coût de la pollution de l'air. C'était aujourd'hui au tour des constructeurs automobiles d'être entendus par la commission d'enquête. Une audition houleuse suivie pour nous par Louis Sibyl. C'est visiblement le diesel que les parlementaires avaient dans le collimateur. Alors quand au bout d'une heure, les industriels de l'automobile en vantent les mérites, la sénatrice écologiste cite un rapport de l'OMS. Le diesel représente un tiers de la pollution atmosphérique qui est responsable de 50 000 décès prématurés en France chaque année, de l'apparition et de l'aggravation de nombreuses maladies telles que cancer des poumons ou encore de la vessie, des maladies cardiovasculaires, des maladies respiratoires, de nombreuses allergies, apparition d'irritations oculaires et d'inflammation des muqueuses. Mais les industriels n'en démordent pas. Selon eux, le diesel dernière génération est même plus propre que l'essence aujourd'hui. Le ton monte alors d'un cran. À partir du moment où les filtres à particules sont disponibles, que le moteur diesel est propre, Vous dites que le moteur diesel est propre. Vous savez que vous avez prêté serment, hein, de dire la vérité, toute la vérité. Aujourd'hui, devant la Commission et la représentation nationale, vous dites que le moteur diesel est propre. Le moteur diesel n'émet pas de particules. Il en émet aux alentours d'1 milligramme par kilomètre de CO2. Les industriels demandent l'organisation d'une commission indépendante pour vérifier leurs propos. Ce qu'il faut que tout le monde ait bien en tête, c'est qu'un moteur diesel consomme 20 à 25% de moins qu'un moteur essence et émet 15% de moins de CO2 qu'un moteur essence. Les consommateurs, eux, semblent changer de comportement. Cette année, les voitures diesel se sont beaucoup moins bien vendues. Elles sont passées sous la barre de 60% des ventes totales de voitures neuves en France. Et le Sénat était habillé de vert aujourd'hui puisque ce matin s'est tenu un Green Meeting, c'est-à-dire une rencontre entre jeunes et politiques pour échanger sur les enjeux de la conférence climat organisée en décembre à Paris. Un rendez-vous suivi par Cécile Sixou. Des doigts levés comme à l'école, ce matin l'exercice était original pour plusieurs représentants politiques. Invités à un Green Meeting, ils ont répondu aux questions des jeunes sur le climat. C'est une initiative nouvelle que je découvre avec vous, mais que je trouve formidable. Parce que ce sont des jeunes qui veulent rencontrer des élus responsables pour les interpeller et quelque part partager aussi leur volonté d'action pour le climat. Et le fait que des jeunes se mobilisent, c'est extra. C'est pour ça que je me suis moi aussi mobilisée ce matin. Chez les élus, pas d'étiquette politique ce matin. Le climat n'est pas une affaire de droite ou de gauche, mais de génération. Si je regarde par rapport à ma génération, les questions sont naturellement liées à la question du climat. C'est maintenant devenu quelque chose qui est au moins admis comme un des problèmes urgents à régler. Il n'y a plus besoin de l'expliquer. Et à partir de là, on en vient aux solutions. La timidité d'un certain nombre d'États à s'engager dans la lutte contre les changements climatiques, c'est aussi l'échec d'une génération qui est prisonnière d'une vision du monde qui est celle du siècle dernier.
Voilà. Et donc moi, je compte vraiment sur la jeunesse pour bousculer tout ça, pour faire changer les choses et pour mettre la pression. Et visiblement, chez les jeunes, le message passe. J'ai compris l'investissement vraiment de tous ces politiciens et ils ont des réponses à nos questions. Donc ça peut nous permettre d'avancer dans nos projets et dans nos actions. Les politiques l'ont bien compris, le succès de la COP21 dépend de la mobilisation de tous, à commencer par celle des jeunes. Et le Sénat a terminé cette nuit l'examen du projet de loi sur le renseignement. Si le vote solennel n'aura lieu que mardi, on connaît désormais la version sénatoriale du texte qui nous est résumée par Saveria Rojek. Une version équilibrée, c'est ainsi que qualifient la plupart des sénateurs le projet de loi issu des bancs du Sénat. Les sénateurs ont en effet bien imprimé leur marque. Tout d'abord, le Sénat a précisé à travers un amendement socialiste que la protection des données personnelles fait partie intégrante du respect de la vie privée. Sur la question des techniques de surveillance, comme les fameuses boîtes noires ou les mouchards, des techniques qui inquiétaient aussi bien à droite qu'à gauche, elles seront davantage contrôlées. Le recueil des informations les plus intrusives comme les communications d'un abonné ainsi que leur durée et leur date ne sera possible que sur demande du ministre de l'Intérieur. Enfin, et c'est un casus belli entre le gouvernement et le Sénat, l'administration pénitentiaire ne pourra pas elle-même mettre en œuvre des techniques de recueil de renseignements. En revanche, elle pourra demander cette mise en œuvre au service de renseignement. Bien sûr. Et comme chaque semaine, c'est l'heure du micro trop tard d'Alex Darmon qui s'est lui aussi penché sur ce projet de loi, le projet de loi renseignement. Toujours évidemment avec le ton décalé qu'on lui connaît, on regarde. Peut-être des espions. Non, c'est bon. C'est bon. Cette semaine, dans le micro trop tard, on parle du projet de loi renseignement actuellement en discussion au Sénat. De quoi est-il composé? Et surtout, qu'en pensez-vous? Allez, on va vous écouter légalement. Vous vous appelez Catherine, vous avez 34 ans et vous vivez à Paris, c'est ça? À peu près, ouais. Quelques détails, c'est exactement ça, oui. On a la CIA, on va demander directement. Bonjour, excusez-moi vous déranger, vous êtes au courant du projet de loi sur le renseignement? J'ai pas assez d'informations. Du tout, parce que je ne suis pas très renseigné. Le sujet est très glissant, donc ça mérite un peu plus de réflexion et de disponibilité. Bien entendu, je vous appelle alors. Enfin, on sera peut-être sur écoute, mais je vous appelle. Je savais que vous veniez, je sais, mais je le savais et je m'étais bien renseigné, ça tombe bien, pour un projet de loi sur le renseignement. Mais je marche avec vous. Voilà. Le renseignement, où ils veulent écouter de plus en plus les Français pour lutter contre la menace terroriste. On n'est pas spécialement pour, on se sent déjà tellement contrôlé. On est vraiment menacé par les terroristes et qu'il est évident qu'il faut avoir plus de contrôle. C'est difficile vraiment de choisir si on préfère être en sécurité ou avoir de l'intimité. Vous écoutez quoi? Vous m'écoutez pas en tout cas, ça c'est sûr. Si ce projet de loi avait été porté par la droite, est-ce que vous l'auriez soutenu? C'est une bonne question en plus. Est-ce que vous l'auriez soutenu? Non, elle est un peu mécanique. Ouais, un peu mécanique, mais vous l'auriez soutenu ou pas? Vous allez faire attention à ce que vous dites maintenant au téléphone? Je sais pas. Mais je fais toujours attention, même sur Internet, je fais attention. Vous avez vu quand même la contribution du ministère de la Justice. Oui, je sais. Elle est loin d'être négligeable. Bonjour, monsieur le sénateur. Il est impossible d'écouter tout le monde. Je veux dire, ce sont des ordinateurs qui prennent des mots-clés et qui voient en fonction de ce que vous dites. Ah, il y en a, on n'a vraiment pas envie de les écouter, quoi. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, vous retrouvez La Politique c'est net. Caroline Deschamps et ses invités vous expliquent tout sur cette fameuse loi renseignement. Excellente soirée à toutes et à tous sur Public Sénat.